Bonjour chers élèves, donc suite à la demande de l'un des abonnés qui m'a demandé le corrigé du baccalauréat 2016, option SVT, session de rattrapage, je vous propose cette vidéo-là et je conseille aussi les élèves de l'option PC à suivre cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de questions intéressantes et c'est une bonne opportunité pour faire une révision à quelques jours du baccalauréat. Bien, donc dans ce sujet, voilà les questions proposées. Une transformation chimique spontanée. En physique, on va voir la propagation d'ondes mécaniques et d'ondes lumineuses. Ce sera essentiellement des questions à réponse aux choix multiples. Ensuite, on va voir un exercice intéressant sur le dipôle RL, en particulier comment déterminer l'inductance d'une bobine en appliquant un générateur de basse fréquence, GBF, c'est-à-dire en appliquant un signal triangulaire. Et enfin, on va appliquer les lois de la mécanique classique pour étudier un mouvement rectiligne et un mouvement de chute libre. Comme d'habitude, le sujet est téléchargeable sur le lien que vous allez trouver dans la description de la vidéo. Je vais quand même passer rapidement sur les énoncés, on va y revenir après. Donc, dans le premier exercice, c'est une transformation spontanée d'une pile. Donc, on verra à partir de quotient de réaction déterminer le sens. Ensuite, on va s'intéresser à calculer la quantité de charge débitée par la pile pendant son temps de fonctionnement. Ensuite, en mécanique, on va s'intéresser à la propagation des ondes mécaniques et des ondes lumineuses. Vous avez des questions au choix, à réponse au choix multiples, mais aussi vous avez des ultrasons, on verra des questions classiques, calculer les vitesses dans deux milieux différents, savoir déterminer à partir de la courbe dans quel milieu l'onde est plus rapide. Ensuite, on va s'intéresser aux ondes lumineuses. Donc, on va voir l'une des applications de la diffraction des rayons X, de la lumière, c'est comment déterminer par exemple la longueur d'un objet ou la dimension d'une fente. Voilà le circuit RL. Cette fois-ci, ce qui est intéressant, on va utiliser un générateur de basse fréquence et non pas un échelon de tension. Donc, on va étudier le circuit RLC. En appliquant un signal triangulaire, on va voir comment on va déterminer l'inductance d'une bobine. Ensuite, on va passer un circuit LC sans résistance. Donc, on établira les équations différentielles, on calculera l'énergie. Ensuite, on va introduire une résistance et on verra l'effet de la résistance sur l'énergie électrique emmagasinée par le circuit RLC. Et en dernière partie, on va s'intéresser à un mouvement d'une moto sur une surface horizontale dans la première partie, sans frottement. Ensuite, en deuxième partie, un mouvement de chute parabolique. On étudiera en particulier la question la plus intéressante, c'est est-ce que le saut va être réussi ou pas, suivant les données qu'on vous propose. Voilà à peu près le point de vue clair sur le schéma, ce sujet-là. Donc, je vous conseille toujours de télécharger le sujet. Ceux qui ont des imprimantes, imprimer le sujet. Essayez de le bien travailler d'abord avant de regarder la solution. Donc voilà, donc je vais commencer par donner la solution de la partie chimie. Donc en fait la chimie, il est formé de deux parties. Il y a une première partie que je ne vais pas traiter parce que normalement c'est vu dans la dernière partie du programme. Donc c'est exclu pour cette année. Je vais l'introduire plus tard. Et je passe directement à la deuxième partie qui s'intéresse aux piles. Donc dans cette partie, bien sûr le schéma n'est pas donné. Je l'ai ajouté juste pour mieux éclaircir la réponse. Donc, on va s'intéresser, dans l'énoncé, on vous dit, on étudie une solution de nitrate d'argent dans une électrode et une solution de nitrate de cuivre dans l'autre électrode. On vous donne le volume de cette solution et sa concentration. On vous donne le volume de cette solution et sa concentration. On vous donne la réaction chimique qui a lieu au niveau de la pile. Et question, quel est le quotient de réaction? Avant cela, je vais vous expliquer, ou bien réexpliquer, parce que je l'ai fait plusieurs fois, comment fonctionne une pile. Tout de suite, toujours, ce qu'il faut savoir, il ne faut pas apprendre par cœur que, par exemple, le cuivre, c'est toujours l'oxydant ou bien l'argent, c'est le réducteur. Donc, si je mélange deux couples oxydoréduction, le rôle que va jouer le cuivre, dans certaines piles, il peut jouer le rôle d'oxydant, dans d'autres, il peut jouer le réducteur. Donc, tout dépend de la force
ou du potentiel en fait de ce couple par rapport au couple mis dans la réaction. D'accord? Donc faites attention là. Donc, il faut apprendre par cœur. Le cuivre peut être oxydant comme il peut être réducteur. Ça dépend avec qui il est mis en contact. Bien. Maintenant, on vous dit une information, en fait, que c'est Hg dans l'équation. Vous avez vu que c'est Hg+ qui va se transformer en Hg solide. Donc c'est Hg+ qui va capter. Je vais regarder là. C'est Hg+ qui va capter les électrons pour se transformer en Hg solide. D'accord? Bon, voilà, je continue. Bon, il y avait une erreur sur le sens du courant. Donc voilà, on a dit que, pardon, suivant la réaction qu'on vous propose, c'est le cation Hg+ qui va se transformer en Hg solide. Donc c'est Hg+ qui va capter les électrons. Donc les électrons vont arriver vers cette électrode. Autrement dit, ils vont être fournis par cette électrode. Donc voilà le sens de déplacement des électrons. Et par conséquent, le courant, c'est le sens inverse. Et donc, on va déduire tout de suite que c'est ça la cathode et c'est ça, c'est l'anode. Donc, au niveau de la cathode, vous avez la réduction de Hg+. Voilà, c'est la réduction de Hg+. Et au niveau de l'anode, bien sûr, vous avez oxydation du cuivre. D'accord? Et la réaction totale, c'est bien sûr 2Hg+, plus Ci solide va donner Cu2+, plus 2Hg solide. Donc, voilà. Normalement, pour savoir exactement comment fonctionne une pile, on vous donne toujours une indication. Dans cet exercice-là, on va vous donner l'indication, c'est à partir des concentrations mises ici à T égale à 0, on va déterminer le quotient de réaction à T égale à 0, le comparer à la constante d'équilibre, et c'est ça qui va nous définir le sens de fonctionnement de la pile. D'accord? Mais moi, je vous donne juste ici le principe, sachant déjà la réponse, bien sûr. Donc, suivant la réponse, on va voir c'est l'argent qui va être au niveau de l'électrode de l'argent où on aura une réduction. Au niveau de l'électrode de cuivre, vous allez avoir une oxydation. D'accord? Parce que, comme je disais, suivant la réaction qu'on vous donne, c'est Hg+ qui va se transformer en Hg solide. Donc, c'est lui qui va capter les électrons. Cette indication suffit pour trouver tout le reste. Donc voilà, les électrons vont arriver vers cette électrode. Ça veut dire qu'ils sont fournis par l'autre électrode. Donc c'est le cuivre qui va fournir les électrons. Et autrement dit, c'est ça la réduction et c'est ça l'oxydation. Et qui dit réduction dit cathode, qui dit oxydation dit anode. Et donc vous voyez ici, c'est le cuivre solide qui va se transformer en Cu2+, et qui va fournir des électrons, alors qu'au niveau d'autres électrodes, c'est l'inverse, c'est le Hg+, les cations de la solution qui vont capter les électrons qui arrivent et qui vont se transformer en Hg solide. Donc la masse de cette électrode va augmenter, la masse de l'électrode de cuivre va diminuer. Et bien sûr, vous avez toujours un pont salin pour assurer l'électroneutralité de la solution. Donc voilà un peu le principe de fonctionnement de la pile. Je crois que j'ai dit tout. Voilà, et on va passer maintenant à la réponse. Donc ça, c'est juste un complément. Bon, voilà, on vous donne la réaction. Nous, dans les questions, on vous simplifie la vie. On vous dit, voilà la réaction qui a lieu. Calculez le quotient de réaction. Bien sûr, on vous donne... Bien, donc pour calculer le quotient de réaction, voilà, on nous donne la constante d'équilibre. C'est 2,2 fois 10 puissance 15. Bon, il y a une erreur ici, 10 puissance 15. On va calculer le quotient de réaction. Donc bien sûr, on ne tient pas compte de tout ce qui est solide. Donc ce sera la concentration de Cu2+ divisé par la concentration de l'argent. Faites attention, ne pas oublier au carré. Et si vous faites ce calcul, vous allez trouver égal à 5. Vous voyez que 5 il est largement plus petit que K. Donc le sens de réaction, c'est le sens 1. Je vous rappelle, suivant le quotient de réaction, s'il est plus petit que la constante d'équilibre, c'est le sens 1 qui est favorisé. Si au contraire le quotient de la réaction est supérieur à la constante d'équilibre, c'est le sens 2 qui est favorisé. Bien, donc la réaction évolue spontanément dans le sens 1. Deuxième question, on nous dit de déterminer la quantité d'électricité qui a été débitée par cette pile. Donc voilà le tableau d'avancement. Bon, je l'ai ajouté. Vous avez 2 Ag+, plus 2 électrons juste. J'ai fait le tableau d'avancement au niveau de l'électrode d'argent.
D'accord? On a un nombre de mol initial qui est C fois V, un nombre de mol initial de l'argent, donc qui est égal à la masse de l'argent qui est solide divisé par sa masse molaire. Ici, vous avez moins 2x, ici, vous avez plus 2x. Une quantité très importante ici, c'est le nombre d'électrons échangés. Vous avez 2 fois x. Voilà. Question, la pile, on vous dit, quand est-ce que d'abord la pile va s'arrêter? C'est indiqué de toute façon de l'énoncé, qui est le réactif limitant, c'est l'argent. Donc la pile va s'arrêter lorsqu'il n'y a plus de cation Ag+. Dans ce cas-là, il va y avoir arrêt de courant électrique, donc la pile va s'arrêter. Qu'est-ce que ça veut dire? Consommation totale de Ag+. Ça veut dire tout simplement cette quantité égale à 0. La quantité de matière à la fin du fonctionnement de la pile va être nulle. Donc, ceci va nous permettre de déterminer X, ou bien ce qu'on appelle X max. Donc, on sait que la quantité d'électricité échangée, c'est le nombre de moles d'électrons fois le farad. Le nombre de moles d'électrons, c'est 2x fois le farad. Donc, il suffit de savoir la valeur de X. Donc, la valeur de X, on va le déterminer en posant tout simplement cette quantité égale à 0. Ça veut dire la quantité, il n'y a plus de cation Ag+. Donc, NiAg+ moins 2x max égale à 0. Ça veut dire à la fin de la pile, à la fin du fonctionnement, X max va être égal au nombre de moles initial divisé par 2. Donc, je remplace, autrement dit, 2x va être égal au nombre de moles initial de Ag+. Donc, la quantité d'électricité, ça sera 2x qui est nombre de moles initial de Ag+, fois le farad. Donc, Ni, c'est C fois V. C est donné dans l'énoncé. Le volume de l'argent Ag+ est donné. Vous faites l'application numérique et vous allez trouver 193 coulombs. D'accord? Donc, voilà. On peut, bien sûr, ici, penser à plusieurs questions. Par exemple, déterminer, on peut calculer la masse de l'argent qui a été déposé. Il suffit de calculer la variation du nombre de moles entre l'état final et l'état initial, c'est 2x. Vous voyez, et 2x c'est égal à la masse divisé par la masse molaire. Donc, je peux déterminer la masse de l'argent déposé. Je peux déterminer la masse de l'argent déposé, bien sûr. Voilà. Donc, voilà pour cette question, cet exercice sur les piles. Et on va passer bien sûr à la question suivante. On va passer bien sûr aux ondes. Donc, voilà. Première question sur les ondes. Propriétés des ondes ultrasonores et ondes lumineuses. On vous dit recopier sur votre copie le numéro de la question et écrire la lettre correspondant à la seule proposition, la seule, hein. Il y a une seule proposition parmi A, B, C, D. Donc il suffit de répondre un petit A, ou bien un petit B, ou bien un petit C, ou bien un petit D. Bien. Première proposition. Les ondes ultrasonores sont des ondes longitudinales. Est-ce que c'est vrai ou faux? Souvent, si vous avez des doutes, essayez de travailler par élimination. D'accord? Donc la fréquence de la lumière visible est entre 400 nanomètres et 1000 nanomètres. Je pense ici, ils ont fait une erreur en posant la question. Ce n'est pas le domaine de fréquence, c'est le domaine de longueur d'onde, qui est entre 400 et 1000 nanomètres. Bon. Les ondes ultrasonores sont des ondes lumineuses. Donc celle-là tout de suite à éliminer, parce que les ondes ultrasonores sont des ondes mécaniques et pas du tout des ondes lumineuses. La fréquence des ondes lumineuses varie d'un milieu à un autre. Là aussi, vous savez tous que la fréquence ne dépend pas du milieu. Peut-être vous allez avoir un petit doute entre ces deux-là. Mais vous êtes sûr, normalement, ceux qui ont bien pris leur cours, que les ondes ultrasonores sont bien sûr des ondes longitudinales. Quand vous parlez, la pression de la voix a la même direction que la voix. Donc, les ondes sont des ondes longitudinales. Pourquoi cette petit b n'est pas correct? Parce que, voilà, je vous ai rappelé ici le spectre visible, c'est ce domaine-là. Il est compris entre quoi? Il est compris entre 400 nanomètres et 700 nanomètres. 1000 nanomètres, ça se trouve là. Voilà le 1000 nanomètres. 1000 nanomètres, c'est 10 moins 6 mètres. Vous voyez, c'est hors du spectre visible. D'accord? Donc, ça, c'est toujours des questions aussi qu'on vous pose, soit du concours, soit dans le bac. Ça, il faut se rappeler que la longueur d'onde du rouge, c'est autour de 700 nanomètres et du violet autour de 400. Donc, le spectre visible entre 400 et 700 nanomètres. Et si vous voulez chercher la fréquence correspondante, vous faites la relation, bien sûr, la vitesse qui est égale à C est égale à lambda sur T, ou bien lambda fois F. Donc, la vitesse est égale C est égal à lambda fois F et on peut déterminer le domaine de fréquence correspondant. Bien. Deuxième question, on va s'intéresser à la propagation des ondes ultrasonores.
Donc la première chose dans les lancers, c'est écrit, et là, ça c'est qui est très important dans les ultrasons. Des fois on met l'émetteur et le récepteur à la même position, des fois on met l'émetteur dans une position et le récepteur dans une autre. D'accord? Et ça, il faut faire très attention. Ici dans l'exercice, on vous dit l'émetteur et le récepteur se trouvent à la même position. D'accord? Et on vous dit de calculer le retard temporel. Donc ça c'est l'onde reçue par l'émetteur, et ça c'est le signal réfléchi reçu par le récepteur. Quel est le décalage temporel entre les deux? Donc vous prenez soit entre le maximum de ce signal et le maximum de celui-là, et dans ce cas ça vous fait 3 moins 0,5, ou bien on prend le temps entre le minimum du pulse ou du signal et le minimum de l'onde émise et le minimum de l'onde reçue. Et 2,5 moins 0 est aussi égal à 2,5. Donc, graphiquement, bien d'après la courbe, vous dites taux égal à 2,5 millisecondes. Donc, cette courbe correspond à la propagation de l'onde sonore dans l'air. D'accord? On vous dit maintenant de déterminer la vitesse de l'onde dans l'air. Là, il faut faire attention. Normalement, la vitesse, c'est la distance sur le temps. Mais ici, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà l'émetteur, voilà le récepteur. Ils se trouvent à la même hauteur, à la même position. Donc l'émetteur va envoyer une onde qui va frapper sur l'obstacle, va être réfléchie et va être détectée par le récepteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pendant ce temps tôt, quelle est la distance parcourue par l'onde en aller et retour? C'est 2D. Par contre, on peut vous poser le même exercice mais en mettant le récepteur ici. D'accord? Dans ce cas-là, vous allez mettre uniquement D. D'accord? Donc là, vous avez tout, la distance on vous dit 42,5, toujours n'oubliez pas de transformer le centimètre en mètre, c'est des questions très classiques, le milliseconde en seconde, et la vitesse bien sûr, vous trouvez la valeur qu'on vous donne, 340 mètres par seconde. Question suivante, on vous donne cette fois-ci là le temps reçu, le schéma reçu lorsqu'on remplace l'air par l'eau. Donc voilà le signal émis, voilà le signal reçu par le récepteur. Et on vous dit dans quel milieu l'onde est plus rapide. Bien sûr, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, vous avez l'air. Ensuite, on a rempli toute cette partie par l'eau. Ça veut dire la distance parcourue, elle est la même dans ce cas-là et dans ce cas-là. Qu'est-ce qui change? C'est le milieu. Ici, vous avez l'air. Ici, vous avez l'eau. Et vous voyez que le décalage temporel, taux, ici, va être beaucoup plus court. Elle est pratiquement de l'ordre de 0,6 secondes. Alors que ici, c'était millisecondes. Alors que là, c'est 2,5 millisecondes. Ça veut dire l'onde ici était beaucoup plus rapide que là. D'accord? Donc, pour parcourir la même distance, l'onde a mis dans l'eau autour de 0,6 millisecondes, alors que dans l'air, elle a fait un temps beaucoup plus long. Ça veut dire que dans l'eau, l'onde est beaucoup plus rapide dans l'eau que dans l'air. Et ça, c'est une caractéristique générale des ondes ultrasonores. Elles sont plus rapides dans un solide que dans un liquide, que dans l'air. Question suivante, on va passer cette fois-ci aux ondes lumineuses. On vous donne la longueur d'onde de la lumière utilisée, la fente utilisée, donc là on est dans le domaine de diffraction, et on vous dit quelle est la fréquence de la lumière utilisée. Donc là c'est question pour se rappeler, toujours la vitesse et la distance sur le temps. Si la distance parcourue par l'onde lumineuse est égale à la longueur d'onde spatiale, le temps correspondant c'est la période spatiale. Et 1 sur la période, c'est la fréquence. Donc la vitesse est égale à lambda fois f. Et donc, on peut déterminer, bien sûr, la vitesse de la lumière, c'est c. Donc la fréquence est égale à quoi? Est égale à la vitesse divisée par lambda. La vitesse des ondes lumineuses, c'est la vitesse de la lumière, c'est c divisé par lambda. Toujours, ne pas oublier de transformer le nanomètre en mètre. Un nanomètre, c'est 10-9. Et la fréquence, bien sûr, c'est l'unité, c'est le hertz. Très bien. Maintenant, on vous dit, on refait l'expérience suivante, toujours la fréquence de l'expérience de diffraction, en utilisant cette fois-ci un fil de diamètre à 0. D'accord? Qu'est-ce qu'on a changé? Uniquement le diamètre de la fente. Ici, vous avez un diamètre petit a, ici, vous avez un diamètre à 0. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la largeur de la tache centrale a été multipliée par 2. Question, quelle est la valeur de A0? On garde le même schéma expérimental, c'est-à-dire même longueur d'onde, même distance entre la source et l'écran.
Tout ce qu'on change, c'est le diamètre de la fente. Donc ça, c'est une question très très souvent posée. On vous donne la relation, bien sûr, de la diffraction qu'il faut absolument connaître. Je vais vous la rappeler tout de suite. Donc vous avez L est égal à 2 lambda D sur A. Et si je remplace A par A0, bien sûr, vous avez la même relation. L0 est égal à 2 lambda D sur A0. Cette partie-là, la longueur d'onde, on utilise le même laser, même dispositif expérimental. Ça veut dire la même distance D. Donc, ça veut dire lambda fois A est égal à lambda 0 fois A0. D'accord? Parce que les deux sont égaux à 2 lambda fois D. Donc, je vais déduire tout de suite A0 est égal à lambda et grand L fois A sur L0. Je remplace L0 par 2 fois L en simplifiant par L. Donc A0 est égal à A sur 2. Donc 0,1 divisé par 2, ça vous donne 0,05 mm. D'accord? Vous voyez bien que si si la largeur de la tâche centrale augmente, ça veut dire la largeur de la tâche centrale il est inversement proportionnel à la largeur de la fente. Bien. Donc ça c'est un complément juste pour la diffraction. Donc voilà. J'ai ce schéma. Donc voilà, j'ai corrigé. Voilà le schéma de diffraction. Donc vous avez une fente. Voilà l'écran. Se situe à une distance grande T. L'ouverture de l'angle θ, c'est l'angle sous lequel on voit la moitié de la tâche centrale. La largeur de la tâche centrale, c'est grand L. Vous avez deux relations à retenir. C'est θ, c'est lambda sur A. Celle-là, on ne vous le donne pas. Il faut la prendre par cœur. Bon, des fois, on le donne bien sûr. Et l'autre, on peut la démontrer facilement. Hein, d'accord? C'est... Vous avez tangente θ est égal à quoi? Est égal à petit d sur grand D. C'est quoi petit d? C'est la largeur centrale divisée par 2. Donc L sur 2D. Pour les angles petits, tangente θ c'est de l'ordre de θ. Et en remplaçant θ par lambda sur A, on trouve la relation qu'on vous demande, qu'on vous a donnée ici, mais des fois on vous demande de la démontrer. D'accord? Voilà, cette relation-là. Il faut savoir la démontrer. Bon, des fois, on vous la donne, comme dans cet examen-là, mais des fois, on vous demande de la démontrer. Et toute la physique de la diffraction est contenue dans cette formule-là. Vous voyez, par exemple, si j'augmente A, pour une même longueur d'onde et pour une même distance D, L fois A, ceci est des constantes. C'est-à-dire, si l'une augmente, l'autre diminue. D'accord? Voilà pour... la diffraction, bien sûr, la lumière doit être, ça c'est les conditions de la diffraction, qu'on vous demande des fois aussi de rappeler, il faut que le diamètre de la fente soit de même ordre de grandeur de la longueur d'onde, la lumière doit être monochromatique, et le phénomène de la diffraction, quel résultat nous informe, bien quelle information on déduit que la lumière est une onde. Bien sûr, la diffraction ne concerne pas uniquement les ondes lumineuses, mais on peut l'obtenir aussi par les ondes mécaniques et également par les ondes sonores. Donc on passe à l'électricité et la première question on vous dit c'est quoi le rôle de la bobine dans un circuit RL ou RLC. Donc ça je l'ai déjà expliqué en détail dans une vidéo que j'ai consacrée au circuit RL, d'accord, mais on vous demande ici juste de rappeler le rôle de la bobine. Donc une bobine, son rôle c'est d'empêcher la discontinuité du courant électrique. Ça veut dire que tout simplement elle retarde l'établissement, du régime permanent. C'est-à-dire le courant ne passe pas directement de 0 jusqu'à Imax, mais il passe de façon continue. C'est ça le rôle d'une bobine dans un circuit RLC. Ici, on vous demande de montrer que U de B est égal à moins L sur R D de UR sur D de T. C'est la relation de base qu'on utilise pour déterminer l'inductance d'une bobine lorsque la bobine est alimentée par un signal triangulaire. Vous voyez, sous forme d'un triangle. Là, vous voyez bien, faites très attention, là où on met la masse, il est là. Donc ça c'est le sens, mettons c'est le sens du courant électrique. Vous voyez bien ici que la tension de la bobine, on vous l'a donné dans ce sens, donc la tension au bord de la bobine, voilà le sens du courant, il est indiqué ici. Donc on est dans la convention récepteur pour la bobine. Par contre, faites très attention, pour la résistance, on est en convention générateur. Donc cette tension est égale à quoi? Est égale à L D de I sur D de T parce que la bobine ne possède pas de résistance interne. Mais faites très attention, la tension au bord de la résistance c'est moins
Pourquoi le signe moins? Parce que le courant, le sens du courant, il est dans le même sens que la flèche de la tension. Ça veut dire qu'on est en convention générateur. D'accord? Et le reste, c'est très simple. Une fois que vous avez écrit ceci, il suffit de déterminer le courant ici, c'est moins I de R sur R. Ensuite, on dérive cette expression, la dérivée de I sur D de T, c'est moins R, c'est une constante, donc c'est moins 1 sur R, D de UR sur D de T. Et je remplace, donc j'ai cette équation-là, je remplace D de I sur D de T dans l'équation de I de B, et je retrouve la formule qu'on me demande de démontrer. Donc I de B, c'est moins L sur R, D de UR sur D de T. Bien. Ensuite, on vous demande de déterminer I de B et D de UR sur D de T. Des fois, on vous donne juste ce schéma et on vous dit attribuer chaque courbe. C'est laquelle qui est I de R, laquelle qui est I de B. D'accord? Mais là, on vous dit un GBF fournit un signal triangulaire. Ça veut dire le courant va être triangulaire. Donc, bien sûr, c'est ça la tension I de R. Maintenant, on va travailler uniquement dans la moitié, je l'ai mis en jaune, dans cette partie-là. C'est-à-dire dans la moitié de la première période. Donc, voilà une première période. La période de ce signal triangulaire, c'est la distance, le temps entre là et là. Donc, ça, c'est une période. Voilà une deuxième période. Donc, voilà la moitié de la première période. C'est entre là et là. Ça veut dire entre cet instant-là et cet instant-là. Donc, on va travailler uniquement dans cet intervalle de temps. Et on va déterminer dans cet intervalle de temps, c'est quoi I de B, c'est quoi D de R sur D de T. Et tout ça uniquement graphiquement. Donc, d'abord, la plus simple, c'est I de B, c'est cette valeur-là. Donc, ça, c'est le 0, bien sûr. Donc, c'est moins une division. Or, on vous donne une division correspond à quoi? Donc, une division correspond à 2 volts. D'accord? Donc, bien sûr, là, on est l'axe des volts. Ça, c'est l'axe des temps. Donc, vous voyez bien, ici, c'est 0. Donc, là, c'est une division. Une division correspond à 2 volts, mais on est dans le sens négatif. Donc, I de B, c'est moins 2 volts. Maintenant, D de UR sur D de T, ça, c'est I de R en fonction du temps. Donc, c'est quoi la dérivée de I de R par rapport à T? C'est la pente de cette courbe. Donc, c'est quoi la pente de cette courbe? Je vais choisir, par exemple, cette distance-là. La pente, c'est cette quantité-là, delta Y, sur delta X. Je prends le maximum. Combien ici? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisions. 6 fois 2, ça me fait 12 volts. Divisé par combien? 2 divisions sur l'axe des temps. Et sur l'axe des temps, une division correspond à 0,2 millisecondes. Faites très attention. Souvent, vous oubliez de transformer le milliseconde en seconde dans le calcul des pentes. Il faut absolument transformer les millisecondes, utiliser que les unités internationales pour calculer une pente. Et donc, vous allez trouver 30 fois 10 puissance 3 volts par seconde. Pardon. Donc, je connais I de B, je connais ce terme, donc je connais grand R, donc on peut déterminer L. Voilà. Donc, voilà D de T, voilà delta T, I de B, pardon, et voilà pour calculer la tangente. Donc, c'est cette quantité sur celle-là. Très bien. Donc, vous faites l'application numérique. Bon, je vais passer. Vous connaissez tout. La résistance est donnée. Donc, je détermine d'abord à partir de cette équation L, c'est I de B fois R divisé par ce terme-là, D de R sur D de T. Et ça me donne 0,1 Henri. Bien sûr, on peut vous donner, ici, on peut vous donner de travailler sur la deuxième moitié de la période. Et on va retrouver exactement la même chose. Qu'est-ce qui va changer dans cette moitié-là? Bon, dans cette partie-là, par exemple. I de B, il va devenir plus de volts, mais la pente, elle est négative. Et la valeur de la pente, c'est exactement la même valeur. Sauf que c'est une valeur qui est négative. Vous voyez, c'est 2 divisions, donc 2 fois 0,2 10 moins 3, divisé par la même quantité. Donc vous voyez, soit vous travaillez là ou vous travaillez là, vous allez trouver exactement la même valeur de L. Ce qui change, c'est juste ici, I de B, il est négatif, la pente, elle est positive. Dans cet intervalle-là, c'est l'inverse. I de B, il est positif, la pente, elle est négative, parce que c'est une droite qui descend. Très bien. Maintenant, on va passer à circuit LC. Donc voilà, on vous dit le condensateur précédent, il est chargé et on va le télécharger dans une bobine, déterminer l'équation vérifiée par Q de T. Bon, ça c'est classique, l'équation
L'additivité de tension, donc vous avez, voilà le sens du courant. On met toujours la flèche dans le sens inverse pour être en convention récepteur. Voilà le sens du courant. Donc voilà, donc vous avez U de L plus U de C égale à 0. Ça, c'est les relations de base à retenir, bien sûr. I, c'est D de Q sur D de T. I de C, c'est Q sur C. I de L, c'est L D de I sur D de T. Donc, je dérive cette quantité-là. Ça va me donner D carré de Q sur DT carré. La dérivée de I, c'est la dérivée de cette quantité. Donc, je dérive 2 fois sur DT carré. Et en remplaçant dans l'équation, cette équation-là, vous avez L D carré de Q sur DT carré plus Q sur C égale à 0. Je vais diviser partout par L. Donc, vous avez Q seconde plus Q sur LC égale à 0. Donc, ça, c'est l'équation classique d'un circuit LC dont la résistance est nulle. Déterminer C, sachant que T0 égale à 2 millisecondes. Donc là, classique aussi. Donc, je vous rappelle, là aussi, pour déterminer la période, si vous avez, jamais vous avez oublié l'expression, toujours le terme qui est multiplié par Q ici, c'est l'inverse, c'est oméga. Donc, d'accord, Q seconde plus oméga carré, c'est oméga carré plutôt, oméga carré fois Q. Donc, oméga, c'est 1 sur racine carrée de LC, et la période, c'est 2pi sur oméga. Et ça, je pense, vous préférez apprendre par cœur pour le moment. Donc, T0, c'est 2pi racine carrée de LC. On connaît T0, pardon. On connaît L, on vient de le calculer dans la première partie. Donc, on va déterminer, bien sûr, C est égal, en élevant ça au carré. Pour éliminer le racine carrée, toujours, il faut mettre au carré. Donc, T0 au carré est égal à 4 pi carré L fois C. Donc, C est égal à T0 au carré sur 4 pi carré fois L. Donc, toujours là aussi, ne pas oublier de transformer le milliseconde en seconde. 2 au carré, c'est 4. 10 moins 3, ça devient 10 moins 6, divisé par 4. Pi carré, on vous dit de le prendre égal à 10. L égale à 0,1. Vous simplifiez par 4, 10 fois 0,1 c'est 1, et il vous reste tout de suite 10 moins 6 farad. Vous n'avez pas besoin de calculatrice. Ensuite, maintenant, on va insérer une résistance dans le circuit précédent. Voilà, on est dans la figure 3, et voilà la courbe qu'on obtient. Tout ce qu'on vous demande juste de nommer cette courbe-là. Qu'est-ce qu'on appelle ce régime? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle un régime pseudo-périodique. Pourquoi? Parce que l'amplitude du signal décroît au fur et à mesure que le temps augmente. Donc, c'est un régime pseudo-périodique. Donc, calculer l'énergie à des instants différents. Premièrement, on vous dit à t égale à 0. Or, toujours dans l'énergie électrique, électromagnétique d'un circuit, on vous donne toujours des instants où soit l'énergie se réduit à l'énergie électrique, soit elle se réduit à l'énergie magnétique. Souvent, mais il se peut bien sûr que vous avez les deux. Si on vous donne par exemple l'énergie à cet instant, là, il y aura une énergie électrique, une énergie magnétique. Mais dans le cas où t égale à 0, le condensateur était comment? Était chargé. Sur quelle tension? Sur la tension est 0 égale à 6 volts. Ça, c'est très important aussi. Si le condensateur est chargé, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'énergie est purement électrique. Pourquoi? Parce qu'un condensateur complètement chargé, sa charge est maximale. Or, c'est quoi le courant? C'est la dérivée de la charge par rapport au temps. Donc, une fonction qui passe par un maximum, sa dérivée, elle est nulle. Voilà la dérivée. Donc, voilà le maximum. En ce point, la dérivée, elle est nulle. Donc, le courant, elle est nul. Donc, l'énergie magnétique, qui est 1 demi Li carré égale à 0. Donc, l'énergie est purement électrique. Et l'énergie électrique, c'est 1 demi C fois UC au carré. Or, si le condensateur est complètement chargé, c'est quoi I de C? C'est exactement la tension du générateur qui a chargé le condensateur. C'est-à-dire, dans notre cas, 6 volts. Et donc, je peux déterminer E total, c'est 1 demi fois C qui est 10 moins 6 fois C au carré. Et on obtient 18 fois 10 moins 6 joules. Donc ça, c'est à T égale à 0. Maintenant, on va aller à T égale à 2T. Donc voilà une période T, voilà une deuxième période. Ça veut dire à cet instant-là. Or, à cet instant-là, vous avez aussi la tension au bord du condensateur, il est maximale. Donc là aussi, le courant, il est nul. Donc l'énergie aussi, elle est purement électrique. Il devient 1 demi C fois UC au carré. Mais comme l'amplitude de la tension diminue, je vais prendre, bien sûr, l'amplitude à cet instant-là. Et l'amplitude à cet instant, c'est combien? C'est 2 divisions. Et chaque division correspond à 2 volts. Donc ça vous donne 4 volts. Donc c'est 1 demi C fois 4 au carré. Et on trouve 8, 10 moins 6 joules.
Continue. Donc l'énergie totale diminue. Pourquoi? Parce qu'il y a des pertes d'énergie par effet Joule dans la résistance. Maintenant, on admet que, on vous dit, voilà, on admet que log de l'énergie à T égale à 0 divisé par l'énergie à T est égal à T1, c'est donné par R0 sur L, facteur de T1 moins T0. Déterminer à partir de cette équation-là la valeur de la résistance qu'on a insérée dans le circuit. Donc il faut être capable juste, vous connaissez O0, vous connaissez E1, vous connaissez L, vous connaissez T1 moins T0, c'est 2T, donc T1 c'est 0, T0 c'est 0, T1 c'est 2T. Donc ce temps-là, c'est deux fois la période, c'est-à-dire 4 millisecondes. Donc il suffit là, c'est un peu de maths. D'abord déterminer R0, c'est L fois log de E sur E0 est égal à R0 facteur de T1 moins T0. Donc R0, c'est cette quantité divisée par cette quantité. On connaît tout, on connaît T0, on connaît E1, on connaît E0. Donc R0, faites l'application numérique, vous allez trouver 20,4 ohms. Donc là, c'est plutôt du maths que de la physique. On va passer maintenant à la partie mécanique. Donc mouvement, c'est le système, c'est le moteur. On va d'abord étudier ce mouvement dans la partie horizontale. On vous dit qu'il est soumis à une force motrice grand F. Force motrice, bien sûr, c'est dans le sens du mouvement. Ce n'est pas une force de frottement. On vous dit on néglige toutes les forces de frottement. C'est la force qui est responsable du mouvement du moteur. Ah pardon, la flèche, c'est dans le sens. Qu'est-ce que je fais? D'accord? Donc voilà, on vous donne, pour le moment, on n'a pas besoin de ces données-là. Et la question, c'est déterminer l'expression de l'accélération. Donc toujours en mécanique, système étudié, force appliquée, et choisir un bon repère pour faire la projection. C'est classique. Système étudié, on l'a appelé S dans l'exercice, c'est-à-dire la moto plus le motard. Quelles sont les forces appliquées? Il y a le poids, bien sûr. Il y a aussi la force motrice, mais il y a aussi la réaction du sol qui est perpendiculaire puisqu'on ne suppose pas de frottement. Une fois que vous avez établi la liste des forces, passez au deuxième loi de Newton qui vous dit la somme des forces est égale à m fois l'accélération et choisir un bon repère de projection. Là, vous n'avez pas le choix, vous allez projeter sur l'axe BI. En projetant sur cet axe-là, sur l'axe BI, quelle est la projection du poids? C'est 0 parce qu'il est perpendiculaire. Quelle est la projection de la réaction? C'est 0 parce qu'il est perpendiculaire. Quelle est la projection de F? C'est elle-même parce qu'il est dans le sens de BI. Donc, j'ai tout de suite F plus 0,0 est égal à M fois AG. Donc, vous avez facilement AG est égal à F sur M. Notez bien ici, souvent, des fois on vous donne l'accélération et on vous demande de calculer la force. Dans cet exercice, par exemple, il se peut qu'on vous donne le motard a une accélération de 3 mètres par seconde au carré. Calculer la force motrice auquel il est soumis le motard. Donc, même démarche, si on connaît la force, si on connaît l'accélération, la masse, je peux déterminer la force. Bien. Maintenant, à partir de ça, on vous dit l'expression de V et V de G est égal à A de G fois T plus V0. Bien sûr, en physique, on va vous demander de la démontrer parce qu'il suffit d'intégrer cette relation. Donc ça, c'est D de V, c'est la dérivée de V, c'est D de V. L'accélération, c'est quoi? C'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc comment on passe de la vitesse, de l'accélération à la vitesse ou de la vitesse à l'accélération? Pour trouver la vitesse, on l'intègre. Donc j'intègre une constante, c'est la constante fois T plus une constante. Or, à T égale à 0, V égale à V0, donc la constante égale à V0. Donc il faut être capable de la retrouver aussi. Mais là, on vous la donne, c'est pas grave. On vous donne que la vitesse suit cette loi-là. Et on vous donne plusieurs courbes et on vous dit laquelle est la bonne. Bien sûr, ça c'est l'équation de quoi? C'est l'équation d'une droite. Y est égal à X plus B. Mais dans une droite, ce qui est important, c'est ce qui se passe, bien sûr, à T égale à 0 et la pente. Vous avez deux paramètres importants. Ce qui se passe à T égale à 0 et la pente. Ici, AG, il est positif, parce que F est positif, M est positif. Et c'est ça qui va nous aider à choisir la bonne réponse. Donc, tout de suite, là, c'est ce qu'on appelle une droite affine. C'est pas d'Allah Alofia, c'est ça? Donc, une droite affine. Donc, voilà. Vous voyez que, d'abord, j'élimine celle-là, tout de suite, parce qu'il passe par l'origine. Alors qu'ici, vous avez Y égale à X plus B. Ensuite, j'élimine celle-là, parce que la pente, elle est négative.
Vous voyez? Donc la pente est décroissante, donc la pente est négative, j'ai là. Celle-là, automatiquement, il est éliminé parce que c'est pas une droite. Donc il va vous rester, bien sûr, la courbe 4. Maintenant, à partir de cette courbe, et sachant que l'équation d'une courbe, déterminer V0 et AG. Donc c'est ce qu'on vous dit au 6e année. Vous avez fait l'équation d'une droite, déterminer la pente, déterminer A et B. Donc pour déterminer V0, il suffit de voir qu'est-ce qui se passe à t égale à 0. Pour déterminer AG, c'est la pente, bien sûr. Donc si t égale à 0, vous lisez uniquement sur la courbe, t égale à 0, c'est ici, voilà le point qui appartient à la droite. Donc V égale à V0, donc à partir de la courbe, V0 égale à 8 mètres par seconde. D'accord? Donc mètres par seconde. Et pour la pente, je prends deux points quelconques. J'ai choisi ce point A et ce point B. Et donc la pente, c'est combien? C'est 2 divisions. Donc vous avez ici 8. Donc là, 2 carreaux correspond à 8. Donc ici, vous avez ce point, c'est 16, moins 8, ou bien tout simplement 8, c'est la même chose. Divisé par quoi? Cette quantité-là. C'est combien? C'est 2. Donc vous avez 1 ici. Donc ici, vous avez 2. Donc 2 moins 0, seconde, mètres par seconde. Donc j'ai rien à multiplier. Et ça me donne 4 mètres seconde moins 2. Donc ça, c'est l'accélération. Voilà, connaissons maintenant l'accélération. Voilà, justement, calculer la force. Voilà la question que je vais poser tout à l'heure. Voilà, et connaissant l'accélération et la masse, je peux déterminer la force, c'est m fois gamma, bien sûr, 760 newtons. Maintenant, on va passer à l'étude du mouvement en chute libre. C'est-à-dire, une fois qu'il a quitté le point D, cette fois-ci, il n'est soumis qu'à son poids. Et c'est ça la définition d'un mouvement de chute libre. Lorsqu'un corps n'est soumis qu'à son poids, on appelle ce mouvement un mouvement de chute libre. Bon, là, c'est très classique. Ceux qui ont déjà suivi avec moi les vidéos, maintenant, c'est pratiquement, ils ont appris par cœur comment traiter un mouvement de chute parabolique. Toujours système étudié. C'est quoi les forces appliquées? Les projeter sur l'axe des X et l'axe des Y. Et ça permet de répondre à toutes les questions d'une chute parabolique. Donc le motard, le poids bien sûr, uniquement le poids. Deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à m gamma. Ça veut dire tout simplement gamma est égal à g. Donc je projette cette relation sur l'axe des X. Gamma X c'est d2v de x sur d de t égale à 0 parce que le poids n'a pas de projection sur l'axe des X, il est perpendiculaire. Et sur l'axe des Y, bon, il y a ici, il manque un moins. Ah là là, il manque un moins parce que on a orienté l'axe des Y vers le haut. D'accord? Donc, M d de V de Y sur d de T. Donc, V de X, donc là, j'intègre. D'accord? Donc, V de X, voilà, j'ai récupéré ici. Donc, V de X est égal à une constante, puisque sa dérivée est égale à 0. Et cette constante, c'est tout simplement sa valeur à T égale à 0. Et V de X à T égale à 0, c'est cette quantité-là. C'est égal à fois, c'est égal à V fois cosinus alpha. D'accord? V fois D, V à l'instant au point D fois cosinus alpha. Maintenant, j'ai D de V de Y sur D de T est égal à moins mg. Je vais intégrer. Donc, je simplifie d'abord par m. Et il me reste V de Y est égal D de V de Y sur D de T égal à moins g. L'intégrale de moins g, c'est moins g fois T plus une constante. À T égale à 0, V de Y égale à V de Y0. Et c'est quoi V de Y0? C'est cette quantité-là. C'est quoi ça? C'est VD sinus alpha. Donc, VY égale à VD sinus alpha. À T égale à 0. Donc, la constante C, c'est VD sinus alpha. Et donc, vous arrivez à V de Y égale à moins G fois T plus VD sinus alpha. Ou bien moins 10 fois T plus VD sinus alpha. Et V de X égale à VD cosinus alpha. Bien sûr, question toujours souvent classée, trouver X, trouver Y, trouver l'équation de la trajectoire. Bon, pour trouver X, on intègre cette équation-là. Donc X, ce sera VD cosinus alpha fois T plus une constante qui est X0 et X0 égale à 0. Et pour Y, c'est moins 1,5 fois G T carré plus VD sinus alpha fois T. Parce que l'intégrale de t, c'est t carré sur 2. L'intégrale d'une constante, c'est la constante fois t, plus y0. Et y0, bien sûr, ici, c'est h. D'accord? Il faut faire attention. Mais ce n'est pas demandé dans cet examen. Donc là, on vous donne la solution x de t. On pourra bien sûr vous demander de la démontrer, mais là, on vous la donne. Et tout simplement, on vous dit de déduire h et de v de d. Bon, c'est juste de faire l'analogie. Vous avez v de x est égal à quoi? On vient de montrer qu'il est égal à VD cosinus alpha.
Ça a été montré dans la question précédente. Et connaissant x, je peux déterminer v de x. Il suffit de dériver. V de x, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Et c'est quoi la dérivée de a fois t? C'est a. Donc, il va vous donner 22,5. Donc, je déduis que VD cosinus alpha égale à quoi? Égale à 22,5. Donc, VD égale à 22,5 divisé par cosinus alpha. Or, alpha, c'est donné dans l'exercice, dans l'énoncé. Donc, faites l'application numérique. On trouve 25 mètres par seconde. Pour trouver h, c'est là aussi, on vous donne y. Et y, tout simplement, c'est h à t égale à 0. Vous voyez, h, c'est y. Quand est-ce que si t égale à 0? Donc, si t égale à 0, vous avez tout de suite y égale à h. Donc, il n'y a rien à démontrer. Voilà la dernière question intéressante. Le saut est réussi si la hauteur y du centre de gravité est supérieure à L plus 0,6. Une fois, donc vous avez le motard, il va faire un saut, hop, il va tomber quelque part ici. Si il passe au-dessous de la barrière avec une erreur de 0,6, on va dire que le saut est réussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, il suffit de calculer la position du motard à cet instant-là, à cette position-là. Ça veut dire lorsque x égale à d, c'est quoi y? Si y, lorsque x égale à d, il est supérieur à L,06, le saut est réussi. Sinon, il va bien sûr rentrer en collision avec la barrière. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire tout simplement si x égale à d, déterminant y. Or, on ne connaît pas l'équation de la trajectoire, donc je peux déterminer si x égale à d, qu'est-ce que je peux savoir? Je peux déterminer le temps où le motard va arriver à cette position-là. Donc, je vais déterminer d'abord le temps. Donc, d égale à 22,5 fois t1, j'appelle cet instant t1, donc t1 c'est 0,88 secondes. Donc, à t égale à 0,88 secondes, il va passer au-dessous de la barrière. Maintenant, à cet instant-là, je dois calculer y, c'est-à-dire la position de motard lorsque x égale à d. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve moins 5 fois 0,88 au carré plus 11 plus 5, je trouve 10,8. Or, ce 10,8, il est, bien sûr, il vérifie cette condition. Pourquoi? Parce que L égale à combien? Égale à 10. Et 10 plus 0,8 qui est 10,8 est supérieur, bien sûr, à 10 plus 0,6. Et donc, le saut est bien ce que je vous souhaite à l'examen, c'est-à-dire la réussite. Donc, il est bien réussi. Sur ce, je vous dis bon courage, bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, laissez des commentaires, ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires et à très bientôt.